bonsoir. Dans 25 ans, à quoi ressembleront nos villes? Quelles seront les pratiques incontournables pour favoriser leur résilience? Quels chemins sont à emprunter pour y arriver? Je suis Véronique Fournier, directrice générale du Centre d'écologie urbaine de Montréal, et j'ai le plaisir de vous convier ce soir à notre voyage au cœur de la ville 2045 et d'être votre animatrice pour nous guider dans cette excursion. Nous sommes en direct sur différentes plateformes. Je vous salue, que vous soyez au bureau ou à la maison. Merci d'être avec nous ce soir. Pour célébrer 25 ans d'action en faveur de villes démocratiques, écologiques et en santé, c'est à ce voyage au cœur de la ville qu'on vous convie pour la prochaine heure en compagnie de nos 3 invités que je vous présenterai tout à l'heure. Mais avant, une invitée spéciale, Madame Émilie Tullier, mairesse de l'arrondissement Antique-Cartierville et tout nouvellement responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal, souhaite adresser quelques mots pour souligner le 25e du Centre d'écologie urbaine. Elle sera en ligne avec nous tout de suite. Monsieur David Marchal, président du conseil d'administration du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Madame Véronique Fournier, directrice générale. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Quel anniversaire! Vraiment 25 ans d'action et d'expertise qui ont permis de rendre Montréal, le Québec et le Canada plus démocratiques, plus écologiques et en meilleure santé. C'est avec vraiment beaucoup de plaisir donc que la Ville de Montréal se joint à vous pour souligner cet anniversaire important. Le Centre d'écologie urbaine a toujours été animé par cette vision que les villes durables doivent être pensées par et pour l'être humain. Et je peux vous dire que ça correspond tout à fait aux valeurs de notre administration. Vous l'avez vu dans les dernières années, on a effectué un virage socio-écologique important et on s'est appuyé aussi sur la participation citoyenne pour travailler pour la population, mais avec la population. Et évidemment, tout ce que vous avez fait au Centre d'écologie urbaine dans les dernières années nous a vraiment inspiré. Le premier toit vert, le premier budget participatif, le premier sommet citoyen. Ce sont maintenant des outils que nous utilisons tous les jours, j'oserais dire, pour réussir notre transition socio-écologique à Montréal, mais bien sûr ailleurs au Québec. Et de ça, vous pouvez être très fiers. Je voulais aussi vous partager le fait que nous sommes heureux de pouvoir compter sur un partenaire comme vous pour travailler différents dossiers et comme je le disais tout à l'heure, pour travailler avec la population pour amener des changements qui feront de Montréal une ville encore meilleure. Comme vous l'avez démontré dans vos projets, un petit projet peut changer beaucoup de choses et je pense à des projets qu'on a fait dans les dernières années, là, par exemple le réseau Express Vélo, le plan d'urbanisme et de mobilité, notre stratégie d'agriculture urbaine. Ce sont vraiment des dossiers qui ont fait avancer la Ville de Montréal. Et dans le prochain mandat, ce travail va se poursuivre. Par exemple, là, nous avons déjà commencé à légiférer sur les gaz à effet de serre produits par les bâtiments et nous travaillons à une zone zéro émission dans le centre-ville. On a aussi l'objectif de faire en sorte que la participation publique soit de plus en plus importante, que les Montréalais et les Montréalaises s'investissent dans la transformation de leur milieu de vie. Donc, vous avez vu sans doute qu'on s'est engagé non seulement à continuer le budget participatif, mais à y mettre des montants encore plus importants. Et évidemment, on va continuer avec les consultations publiques, des ateliers de co-création et des soirées d'information. Donc, vraiment, ce soir, c'est au nom de la Ville de Montréal, au nom de notre mairesse, Madame Valérie Plante, et au nom de tous mes collègues élus, que je remercie toutes les équipes qui se sont succédées au fil des ans au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Et je vous souhaite longue vie, en fait. Je souhaite longue vie à l'organisme et j'espère pouvoir travailler encore de nombreuses années avec vous. 25 ans, par exemple. Encore 25 ans, on vous souhaite et encore plus. Donc, passez une excellente soirée. Merci.
Merci, Madame Thuillier, et bienvenue là, à ceux qui viendraient tout juste de se joindre à nous. Comme Madame Thuillier le mentionnait, ça fait 25 ans que des citoyens convaincus qu'il était possible d'agir collectivement pour des villes durables ont mis sur pied le Centre d'écologie urbaine de Montréal. Fondé par Dimitri Rossopoulos et Lucia Kovalok, deux grands militants montréalais, le CUM a vu le jour dans le quartier Milton Park, au cœur de la ville. Son action, d'abord à l'échelle des quartiers et de la démocratie municipale, a par la suite essaimé dans d'autres quartiers de Montréal, puis ailleurs au Québec, au Canada, et on a su tisser des partenariats à l'échelle internationale autour de la question des villes durables. Mais ces militants engagés, ils n'étaient pas seuls, et c'est ça qui est beau, parce que dans les années 90, il faut se souvenir que le monde se mobilise des suites de la conférence de Rio de l'ONU. Au Québec, en 96, le Centre, comme d'autres organisations, fait partie d'un mouvement qui voit le jour pour agir concrètement sur les enjeux environnementaux et particulièrement avec la lunette de l'environnement urbain comme champ d'action. Depuis 25 ans, ce sont des dizaines de milliers de citoyens de tous les âges, de tous les milieux qui ont participé au devenir de leur milieu de vie. Ce sont aussi des centaines de professionnels et de décideurs qui ont rallié ce mouvement vers le changement de la vie en ville. Puis aujourd'hui, alors que les effets de la crise climatique se font ressentir de plus en plus intensément dans les milieux urbains, la mission du Centre d'écologie est plus pertinente que jamais. Parce qu'il faut savoir qu'au Canada, par exemple, plus de 80% de la population habite en milieu urbanisé. Mais ce que ça nous dit, ça, au fait, cette donnée, c'est que la ville, finalement, est l'écosystème principal de l'être humain et qu'elle est au cœur de nos relations avec l'environnement. Pourtant, et on est à même de le constater, le développement des villes s'est fait trop souvent au détriment des conditions de vie des êtres humains et de son environnement. Donc, pour construire ces villes résilientes, capables de relever les grands défis environnementaux et sociaux, le Centre d'écologie urbaine croit fermement qu'il est nécessaire de recentrer l'aménagement des villes autour des personnes qui y vivent. Et plus encore, ces milieux, et Mme Thuillier le mentionnait, ces milieux, on doit les concevoir par et pour l'être humain et surtout capables de se régénérer sur le long terme. Et c'est ça l'essence de l'écologie urbaine. Ces idées de la nature en ville, d'en protéger les espaces verts, de repenser les déplacements, d'aménager durablement le territoire urbanisé, d'expérimenter la participation citoyenne à la prise de décision ou à la planification des villes, animent le Centre depuis 25 ans. Et j'en profite, et on le voit à l'écran, pour vous inviter à passer au travers de ces 25 ans-là par 25 projets qui ont été diffusés quotidiennement depuis le 1er novembre et qui témoignent finalement de ce mouvement en faveur de la transformation des villes. Que ce soit des premiers processus de budget participatif, à de l'implication, par exemple, pour la mobilisation autour de l'échangeur des pains, des rues conviviales, les toits verts, et tout récemment, par exemple, les projets de rue-école, de rue de jeux libres. Mais ce sont ces actions qui s'additionnent et qui font des jalons, finalement, de la transformation de la ville depuis 25 ans. Alors, de ce retour sur nos 25 ans, nous avons eu l'idée de faire un voyage vers la ville dans 25 ans et de le faire également en images, ce voyage. On a demandé à l'équipe du Centre d'écologie urbaine quelles étaient les idées, les transformations, les défis sur lesquels on peut s'imaginer en 2045. Et je présente un peu l'image, finalement, de 2045 mise en dessin par l'illustratrice Dorothée de Colasson. Cette ville imaginaire, imaginée, peut-être pas si imaginaire, mais imaginée en 2045, elle met la table à nos trois invités. Par la suite de notre échange sur ce voyage au cœur de la ville, il y aura également possibilité d'échange avec le public, donc ayant en tête cette période à la fin de notre échange. Nos trois invités, je les remercie grandement d'être avec nous ce soir pour ce voyage au cœur de la ville 2045. Je vous les présente à l'instant. Jane Engel, qui est directrice Cities and Place à la Fondation Mécana, les professeurs adjointes à l'Université McGill. Jane a été membre du conseil d'administration du CUM de 2007 à 2014. Jane a travaillé et travaille toujours depuis 25 ans dans le domaine du leadership philanthropique, de l'urbanisme, du développement des actifs communautaires, de l'innovation, de la recherche participative, de la conception de la gouvernance collaborative, non seulement au Canada, mais aux États-Unis, en Europe et dans les Caraïbes. Co-présidente du Sommet mondial Écocité à Montréal en 2011, Jane se passionne pour le rapprochement entre l'action communautaire innovante sur le terrain et les changements politiques et de système. Merci, Jane, d'être avec nous ce soir. Plaisir.
plaisir. J'accueille également Sophie Vannès, titulaire de la chaire de recherche du Canada en action climatique urbaine et professeure agrégée à l'Institut national de recherche scientifique, INRS. Sophie étudie l'action politique et l'engagement citoyen sur des questions d'environnement en milieu urbain et suburbain et l'engagement citoyen les transformations de la gouvernance urbaine et des réseaux d'infrastructures pour agir sur les changements climatiques. Elle s'intéresse aux visions, aux projets de transition et de transformation et leurs relations avec le territoire. Et plus que cela, elle est également chercheur principal au Labo Climat Montréal, une équipe interuniversitaire qui mène une recherche-action sur l'adaptation urbaine au changement climatique en partenariat avec Ouranos, la Ville de Montréal, Concertation de la Chine. Et enfin, elle fait partie du réseau d'études urbaines Ville-Région-Monde et collabore avec plusieurs organismes et chercheurs sur le terrain. Et notre troisième invité pour cet échange sur la ville de 2045, Owen Rose. Donc, Owen, architecte fondateur de Rose Architecture. Owen a été membre du conseil d'administration, je dirais pratiquement le vétéran du conseil d'administration du Centre d'écologie urbaine de 2004 à 2015 et président pendant 5 ans. Avec le Centre, il a participé à la réalisation de 4 rapports de recherche sur l'implantation des toitures végétales à Montréal et un guide sur les plantes grimpantes. Il est présentement coordonnateur du groupe de travail sur les toitures végétalisées du Conseil du bâtiment durable du Québec et en 2017, il a été nommé membre du conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Et en plus de tout ça, Owen est également professeur invité à l'École d'architecture de l'Université de Montréal depuis 2016. Bienvenue tous les trois, très heureuse de vous avoir pour ce voyage dans 25 ans que nous ferons ensemble dans la prochaine heure. J'ai envie de vous, pour débuter, de vous demander, on regardait l'image de la ville de 2045, il y a toutes sortes d'idées qui nous viennent en tête. Comment vous la dessinez, cette ville de 2045? Par exemple, Sophie, de ta perspective, de quoi est-ce qu'elle aurait l'air, cette ville-là, en 2045? Quels enjeux on peut s'attendre ou si on se projetait en 2045? Merci Véronique et merci pour l'invitation. Mais je pense qu'en 2045, on croit tous qu'il va falloir avoir des modes de vie en fait radicalement différents en termes de sobriété, de déplacement à toutes sortes de niveaux. Mais en même temps, je pense qu'il y a les éléments de la ville de 2045 en fait sont déjà dans nos milieux de vie, dans les initiatives citoyennes et dans les utopies en fait des personnes qui travaillent à ça. Donc je suis pas en fait, peut-être que je vous ferai pas si tant voyager aujourd'hui. Donc, d'une part, je pense qu'il y a des ingrédients, puis on va en parler au courant de la conversation, mais l'autre élément que je veux amener, c'est que en 2045, ça va faire tellement partie de nos vies, l'adaptation constante de la ville. C'est-à-dire que je pense qu'on va être dans une situation, on va être dans un moment où la capacité d'adaptation va être au cœur de nos préoccupations. Les vagues de chaleur vont avoir triplé en termes de quantité. Il y a toutes sortes d'événements extrêmes, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va valoriser encore plus la qualité de nos milieux de vie puis la capacité citoyenne communautaire à s'atteler à la tâche dans ce contexte-là. Puis le dernier élément, peut-être, c'est que toutes nos infrastructures, tu disais que je m'implique sur les infrastructures, tous nos réseaux d'infrastructures vont avoir été vraiment en transformation, autant au niveau de la gestion de l'eau, faire des approches beaucoup plus décentralisées, des circuits courts, des modes de déplacement partagés, puis ça, le Centre d'écologie urbaine, d'ailleurs, travaille déjà sur ces éléments. Donc, pour moi, c'est en partie ça, des options de ville de 2045. Puis le dernier élément, c'est pas seulement la ville, mais c'est les espaces métropolitains, urbains, ruraux, c'est toute notre relation à la ville et son extérieur. Voilà. Owen, toi qui es architecte, tu as sûrement dû faire certains croquis de la ville de 2045, mais dans tes idées, de ta perspective, comment tu la vois, cette ville, en 2045? Mais étonnamment, je reviens à mes racines au Centre d'écologie urbaine de Montréal où c'est le verdissement et le verdissement. D'abord, parmi toutes sortes d'affaires, mais c'est vraiment le verdissement de base. Cette idée de pousser les champs de fraises sur tous les toits de la ville de Montréal où l'on récolte à même ces fraises-là. L'idée qu'on vit dans un parc et on traverse les parcs quand on sort de chez nous, peu importe où on vit dans la ville, et qu'à sortir dans nos parcs, on a accès facile au vélo, à la marche et au transport collectif. Alors, il y a une transformation sociétale qui va se faire et comme on a vu avec les cigarettes, je pense qu'on aura cette révolution autour de la voiture en même temps et que la voiture va prendre le bord et on va se rendre compte qu'il y a d'autres façons de vivre et qu'on
peut très bien vivre autour de ça. La valeur des places publiques, la valeur de la gestion des eaux, la valeur de comment ça s'intègre dans une vision globale de verdissement, où la ville est même tranquille. Parce qu'avec beaucoup moins de bruit mécanique autour de nous, ça devient intéressant, ça attire les familles veulent y rester, veulent y investir. En même temps, à la Ville de Montréal, on se rend compte davantage qu'on est une île et qu'on profite de l'eau qui nous entoure. Alors, le verdissement qui touche l'eau, ces enjeux-là sont énormes et qu'au Québec en général, on va voir, et c'est en train de se faire, c'était bien dit par Sophie, on a des bases déjà en place, l'utilisation du bois, la construction en bois, l'utilisation des matériaux locaux, l'économie locale, la mise en valeur de cette économie-là et même d'où vient la culture et son expression à travers cette économie-là, ça va devenir juste pris pour acquis dans notre façon de vivre dans 25 ans. Et Jane, tu la dessines comment, cette ville de 2045? Oui, mais premièrement, j'aimerais vraiment vous remercier pour cette invitation. Donc, ça me fait un grand plaisir juste d'avoir le temps et le moment de rêver ensemble. Mais tu sais quoi, même si je suis absolument d'accord avec ce que Sophie et Owen a dit, et j'aime beaucoup le dessin, je crois aussi qu'il faut vraiment lever nos attentes à un niveau qu'on n'ose pas normalement d'imaginer. Et je pense à ça surtout sur 3 couches. En fait, je vais décrire ce que je veux dire. Donc, il y a premièrement une couche de nos capacités à imaginer ensemble. Donc, imagination, c'est une chose. Et il faut, pas seulement maintenant, mais continuer à développer la capacité d'imagination parce que ça nous manque déjà, parce qu'on accepte des choses dans la ville comme telles et c'est une construction sociale qu'on peut changer. Donc, il y a des choses avec les artistes, toutes sortes de choses, mais aussi de penser différemment en termes d'imagination de les dichotomies, dichotomies entre, par exemple, la nature et la ville. Souvent, c'est séparé qu'on pense à ça et il faut vraiment les intégrer, par exemple. Deuxièmement, le deuxième couche, c'est de construire la ville autrement. Donc, je parle du terrain. Et c'est exactement comme Owen et Sophie a décrit. Et je dirais de faire des choses vraiment à un niveau très différent qu'on a déjà. Je propose que je pourrais appeler des armées civiques. Et ce que je veux dire est, maintenant, il y a des organismes, il y a des groupes militants du Centre d'écologie urbaine et plein d'autres dans la ville, mais il y a aussi plein de personnes dans les emplois qui font le travail qui n'a pas vraiment du sens pour eux, qui ne construit pas une ville autrement et qui aimerait être dans ce vin. Donc, je propose une armée civique vraiment de dépaver, par exemple, au moins 50% de nos rues, par exemple, pour le verdissement, pour le transport actif, pour le jeu, etc. Donc, la troisième couche est les aspects qu'on ne voit pas, mais qui sont tellement nécessaires comme les systèmes, les structures, la gouvernance, etc. Et je crois qu'il faut vraiment aussi innover la démocratie qu'on a dans la ville. Par exemple, je crois qu'il faut un maire, une mairesse pour l'avenir. Un autre maire pour l'avenir, pour les 7 générations, pour imaginer et pour avoir cette notion de responsabilité, de comptabilité pour cette génération à venir. Donc, on peut parler plus de ça, mais j'arrête là pour l'instant. 7, le nombre 7, donc. Oui, c'est ça. On parle vraiment d'une vision à long terme, capable de régénérer. Tout à fait. Et c'est du principe autochtone, de toujours penser au passé, mais aussi à l'avenir de cette génération. Et puis,
considérer aussi que nous avons une comptabilité de faire ça. Puis, vous avez parlé d'une vision avec des éléments, soit peut-être qui sont déjà présents, qui peuvent être cultivés, émerger, travaillés. On sait qu'il y a d'autres phénomènes aussi qui vont influencer le devenir des villes. On peut le témoigner, par exemple, on l'a vu avec le résultat des élections municipales. Depuis plusieurs élections, une forme de désaffectation du politique. Dans d'autres contextes, la polarisation aussi des débats sociaux. Il y a d'autres transformations qui sont peut-être un peu moins perceptibles. Par exemple, l'apport des technologies, de l'intelligence artificielle, des grands mouvements aussi à l'échelle internationale, que ce soit migratoire, démographique, quand même si on se ramène au Québec, un vieillissement quand même important de la population qui peut venir influencer. Donc, des mouvements de fond, certains plus perceptibles que d'autres, des grandes transformations. Quels sont, d'après vous, les impacts de grandes mutations en vue de la ville de 2045? Et est-ce qu'il y a certains de ces enjeux-là que vous identifiez qu'on doit avoir un peu sur le radar ou qui sont peut-être dans l'angle mort, mais qui doivent faire partie de la conversation, comme on pourrait dire? Owen, je lance là-dessus. Mais c'est les grands enjeux et on voit à ce moment-ci cette polarisation qui est en train de se faire au monde et même en ville, on peut dire, il y a comme la contestation entre les cyclistes et les automobilistes et ça fait une polarisation en soi, mais la polarisation est beaucoup plus grande. Moi, je reviens à une base qui était discutée dès les origines du Centre d'écologie urbaine où on a parlé de l'écologie sociale. Et jeune, j'étais comme, l'écologie sociale, c'est quoi ça? Mais à travers même ma pratique d'architecture, je vois la place du social dans l'écologie urbaine et comment ça relie deux enjeux ensemble, la participation citoyenne, mais aussi la collaboration citoyenne, la place à l'imaginaire du citoyen pour projeter son avenir meilleur. Tenons compte des enjeux qu'on voit autour de nous avec le monde qui est très changeant et des fois on se fait prendre par tout ce qui se passe autour de nous dans un cycle de nouvelles 24 heures et que des fois on a juste besoin de se promener dans un parc de Montréal pour juste respirer et voir qu'il y a aussi un autre rythme de vie qui est possible. Et même la pandémie nous a donné cette occasion de prendre du temps de recul et de revoir nos priorités en vie pour que si la personne est dit là je suis dans un emploi qui m'intéresse moins et que je veux contribuer, mais comment est-ce que je peux contribuer? Et c'est ces forums-là et le travail du Centre d'écologie urbaine, entre autres, qui montre au monde qu'il y a d'autres façons de contribuer à la ville. Alors, je n'ai pas complètement répondu à la question parce que les enjeux sont trop énormes, mais quand même, il y a des petits points là-dedans. Sophie, de ton côté, est-ce qu'il y a des enjeux qui apparaissent, qui doivent apparaître dans le radar, qui n'y sont pas ou qui apparaissent très fortement? Bien, je vais parler de deux enjeux en particulier. Le premier, c'est cette question-là du politique, être capable d'avoir, justement, d'être plus imaginatif sur nos formes de démocratie, mais d'échanges politiques pour être capable de démocratiser les choix qu'on a à faire devant nous. Ça, c'est vraiment un enjeu pour moi, puis on le voit là, dans les dernières années. Donc, notre capacité à dialoguer, et on voit des grandes tendances, justement, de remise en question de comment on pense à la démocratie autour de nous. Puis l'autre tendance, c'est clairement un accroissement des inégalités. Tu sais, je pense que, tu sais, le 2 tiers de la population mondiale vit dans un pays où il y a un accroissement des inégalités. Les villes aussi se polarisent. Montréal, on est dans les villes canadiennes, dans les grandes villes, dans les mieux placées. Et pourtant, on sait que, bon, et donc, c'est ça, pour moi, la capacité d'adresser l'enjeu des inégalités, de les réduire. C'est au cœur des transformations en cours. Puis de comment on va être capable aussi de réduire nos vulnérabilités au changement climatique, puis de vivre ça de manière sereine dans nos milieux de vie et vraiment de le mettre au cœur de nos préoccupations. C'est-à-dire qu'on ne vit pas tout ça de la même façon, de la même manière, puis ça, il faut le mettre, je pense, au cœur de nos interventions. Puis avant d'aller vers Jane, est-ce que dans le débat actuel, est-ce que tu as le sentiment ou la perception que la question des inégalités sociales, elle est assez mise de l'avant sur les enjeux lorsqu'on parle, par exemple, des changements climatiques, lorsqu'on parle de l'avenir des villes ou de l'avenir urbain, là?
Je pense qu'elle est de plus en plus. C'est sûr qu'on y pensait beaucoup à l'échelle internationale, la question de justice climatique avant. On y pense de plus en plus dans les villes, puis c'est en partie par des activistes, des citoyens qui amènent ça sur la table de plus en plus, des jeunes qui, eux, parlent d'intersectionnalité. On n'en parlait pas tant que ça avant, ou pas de la même manière, mais je pense qu'on en parle de plus en plus grâce à certains mouvements citoyens, mais que c'est pas assez, non. Je pense pas que c'est assez encore, que dans nos politiques climatiques, c'est pas assez à l'avant-scène. Je pense qu'il faut que ça soit beaucoup plus, ouais. Et Jane, je te relance sur notre radar vers 2045. Qu'est-ce qui est absent? Qu'est-ce qui est très présent? Qu'est-ce qui t'interpelle comme enjeu ou comme mutation sur lesquelles on doit avoir en tête pour la ville de 2045? Oui, donc une chose qui me frappe beaucoup surtout depuis 2 semaines, quand on était COP26. Donc, c'était vraiment clair. Si c'était déjà pas clair, c'est plus clair que jamais qu'on ne peut pas compter sur les gouvernements nationaux, fédéraux de prendre le lead. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas une question de solidarité globale des gouvernements fédéraux nationaux, et c'est vraiment sur le niveau des villes qui pourrait être le lead. Mais aussi, comment nous sommes organisés, c'est vraiment quelque chose à innover. Par exemple, à COP26, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y avait la première Global Citizens Assembly, Assemblée globale des citoyens. Et puis, il y avait 100 personnes autour du monde qui étaient choisies pour ça. Et c'était un échantillon random. Mm-hmm. Et puis, ils ont décidé et choisissaient des propositions qui étaient beaucoup plus progressistes des gouvernements, par exemple. Donc, les gouvernements suivent la société civile. Donc, il faut vraiment que la société civile organise différemment pour être plus fort et plus ambitieux. Et puis, j'ajoute encore cette idée d'une armée civique. et puis, quand je pense au Centre d'écologie urbaine et tout ce qui était possible dans 25 ans, mais avec quelques douzaines de personnes, mais aussi des collaborateurs. Mais imaginez si c'était des milliers de personnes qui font ce genre de travail. Donc, c'est vraiment ce qu'on a besoin pour construire l'avenir des villes autrement. Puis, on parle de mouvements citoyens, d'inégalités, de manière de repenser. Je reviens, est-ce qu'il y a certains éléments qui, peut-être, vous challenge? Il faut peut-être les percevoir, ou ça peut être là, par exemple... je donnais l'exemple des technologies, ou est-ce qu'il y a d'autres peut-être freins au changement qui peuvent se retrouver sur notre chemin d'ici 2045? Oui, mais en termes d'organisation, si je comprends bien la question, je vois vraiment les possibilités technologiques qui sont en train de développer maintenant. Par exemple, je suis de proche le développement du Web 3, parce que je vois aussi de Decentralized Autonomous Organizations, il y a des possibilités de faire autrement, comment on construit des communs dans les villes et le bien commun, par exemple. C'est pas nécessairement évident de faire ça, mais il y a les possibilités d'organiser, de penser, de financer autrement qui viennent de là. On peut penser dans l'exemple dont tu parles, que la technologie finalement peut être aussi mise au service finalement de cette ville commune ou du bien collectif. Je vais Sophie qui voulait peut-être réagir là-dessus.
Ben, c'est sûr que là, quand on étudie, comme disons, les pratiques, puis les utopies, puis les discours, puis les trucs sont en marche, qu'on devient vite critique à l'appel à la technologie ou à la technicité des changements qui sont devant nous. Donc, mais c'est pas ça l'invalide pas, donc le potentiel possible de ça. Mais en fait, pour moi, un des défis, mais au niveau très micro, des solutions qui sont souvent mises de l'avant, c'est de séparer, en fait, d'être capable d'embarquer les citoyens puis de faire que les choix soient plus clairs, parce qu'en fait, c'est souvent caché derrière du technique. Donc, quand on parle de changement climatique, souvent, ça devient vite technique, les solutions deviennent très vite techniques, et il y a une partie technique, mais il faut être capable de le mettre, si on veut faire des changements démocratiques, il faut être capable de l'approprier puis de le traduire, en fait, dans qu'est-ce que ça veut dire pour nos milieux de vie, qu'est-ce que ça veut dire pour justement la lutte contre les inégalités, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Puis c'est pas si évident de le faire, et il y a vraiment une peur d'un côté, moi j'ai une peur un peu d'une démocratie technique, c'est juste ceux qui sont capables de comprendre, qui suivent les débats, et de l'autre, on voit avec la COP, c'est la question des lobbies quand même qui au niveau des nations, donc on se sent vraiment dans un état pétrolier, donc effectivement le retour vers les villes et les communautés est inspirant, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas des gros défis devant nous. Owen, de ton point de vue? Mais moi, je peux parler des exemples concrets déjà vécus localement, et que je vais prendre le premier exemple, les toitures végétalisées, où il y a du monde qui a la bonne volonté de vouloir en faire encore plus, et que notre propre réglementation au Québec nous limite. On a la Régie du bâtiment du Québec qui met les freins sur le développement des toitures végétalisées, qui les rend beaucoup plus difficiles, tandis qu'on a des exemples dans toutes sortes de pays au monde, et on prend l'exemple souvent de l'Allemagne, qui est un des précurseurs sur les technologies de toitures végétalisées. Les toitures végétales ne sont pas en menace, mais à ce stade au Québec, de les impliquer davantage, de les installer davantage, c'est pas évident. Et pourtant, c'est une technologie, entre guillemets, qui a déjà fait ses preuves à travers la planète. Alors, c'est un exemple. On veut faire de quoi? Il y a beaucoup de monde avec la bonne volonté de faire de quoi, mais on est entravé par un système réglementaire local. Un autre exemple, les maris filtrants, qui ont déjà fait leurs preuves partout en France, et même ici au Biosphère, sur l'île Sainte-Hélène, mais les maris filtrants ne sont pas encore acceptés dans la réglementation de la région montréalaise. Alors, si l'on propose un mari filtrant pour gérer nos eaux, et les eaux grises, les eaux noires, mais la régulation ne le suit pas. Le gros bois d'œuvre, on évolue là, mais très lentement. Il y a des gratte-ciels faits ailleurs au monde en gros bois d'œuvre, et au Québec encore, la réglementation ralentit l'utilisation du bois, qui est une technologie qui provient du Québec, qui est un produit local, national, et que quand on voit tout le monde qui veut le faire de quoi, qui a des idées, et sont même prêts à financer, on voit que notre propre réglementation locale nous entrave. Alors ça, c'est un enjeu majeur, et que je ne veux pas manier ma vie à me battre contre ce système-là, je veux juste mettre des beaux projets sur la page. Donc pour mettre des beaux projets, ou ce projet de transformation finalement de la ville, vous avez nommé, bon, il y a des freins au système, il y a des enjeux aussi qui sont de l'ordre des fois de l'État, un peu de la société et tout ça. Si on avait à tracer un chemin là, pour se rendre en 2045 à la ville que vous imaginez, quels sont des changements concrets qu'on devrait opérer comme société, soit à l'échelle des villes ou peut-être à d'autres échelles aussi, pour se rendre à ce projet de ville de 2045? Moi, je peux commencer en disant que une chose que j'ai apprise quand je suis arrivé il y a 25 ans à Montréal, je suis né à Vancouver, je suis arrivé il y a 25 ans, et la valeur de la société civile au Québec, j'ai compris cette valeur-là, et j'ai compris par mon intégration au Centre d'écologie urbaine comment on peut faire de quoi en termes de société civile, et ça, le renforcement de ce travail-là de société civile, la valorisation de toutes sortes de groupes en société civile est un élément très important, parce que c'est un effet d'empowerment citoyen pour la participation citoyenne, et que du monde qui a des idées trouve une place où ils peuvent les exprimer. Alors ça, de base, et c'est pas une technologie, c'est juste le vivre ensemble et la façon d'être que je trouve une valorisation que l'on a ici. On a aussi les richesses naturelles à Montréal que l'on valorise pas assez, et une de nos richesses incroyables, c'est nos quartiers centraux à Montréal. Les quartiers centraux de Montréal, c'est un exemple écologique
incroyable et qu'on ne se rend pas compte qu'on a ces forces déjà en place. Alors, on veut continuer à accentuer cette valeur-là et les améliorer. Alors, on a déjà des bonnes bases ici et c'est la question de le mettre de l'avant et de financer pour certains choix. Des fois, c'est les volontés politiques de financer des projets comme les transports en commun, les transports actifs, de s'assurer que la société civile est bien vivante. Et on voit depuis 25 ans, la société civile est en plein essor. Alors, ces éléments-là de base nous aident à évoluer vers les 25 prochaines années. Puis Sophie, le chemin à parcourir en termes de changements qu'on devrait opérer pour se rendre en 2045, quelles seraient ces pistes? Oui, bien, je pense que, donc, je parlais tantôt des citoyens au cœur de la solution, mais je pense qu'il faut aussi se dire que l'État doit être là. Donc, il y a financement de la transition, il y a certaines conditions qui doivent être là, des politiques sérieuses d'aménagement du territoire, des politiques de localisation de où et quoi, des politiques sur des voitures trop polluantes, des taxations. Donc, là, il y a un cadre étatique de la transition qui n'est pas là actuellement, qu'il faut absolument qu'il soit là. Puis moi, je pense que c'est comme une base. Mais c'est pas suffisant, mais c'est une base. Et effectivement, ça prend des mobilisations pour s'y rendre. Il faut être ambitieux dans nos demandes pour s'y rendre, etc. Ça, je suis tout à fait avec vous. Puis il faut être peut-être plus imaginatif sur comment, en fait, y arriver à ça. Aussi, je pense que les solutions qui sont en train de se mettre en place dans des projets locaux de commun, toute cette idée-là de gérer localement, de faire des projets où on mutualise des espaces, où on mutualise des infrastructures, des équipements publics, moi, je pense que ça, c'est des avenues incroyables de solutions. On ne peut plus se permettre qu'une rue ou un parc serve juste à une chose. T'sais. Ça sert à la fois à se réunir, à circuler, à réduire la température, à gérer les eaux pluviales, vous le savez, mais c'est aussi que les usagers, les résidents qui habitent à proximité participent à cette production-là, à cette reproduction-là, à cette résilience-là. Puis le dernier truc, je suis d'accord tout à fait avec Owen, c'est les groupes communautaires, le soutien social, comme il faut absolument qu'il y ait de plus en plus de ressources, puis qu'on valorise cette richesse-là qu'on a de la société civile, mais aussi des réseaux de groupes communautaires au Québec. Puis je pense que ça font partie de la solution de la transition. Puis je relance sur l'importance, effectivement, d'un cadre étatique ou la présence de d'autres acteurs, de ne pas faire finalement reposer le changement ou la transformation sur les épaules individuelles de chacun d'entre nous. Hein. C'est comme, on prend souvent l'image du recyclage. Là. Bon, c'est pas parce qu'on met un truc au bac que finalement on a une gestion collective qui est responsable. S'il y avait des éléments clés de ce cadre étatique-là, quels seraient-ils si tu en avais à prioriser, à mettre de l'avant? Bien, j'en ai nommé un peu tantôt. Là. Pour moi, c'est sûr que je suis en études urbaines, fait que c'est des politiques d'aménagement du territoire qui sont liées à des milieux de vie complets, à des transports collectifs, mais aussi dans d'autres pays, il y a des politiques de localisation des services publics et des entreprises qui sont beaucoup plus sérieuses qu'ici, donc en relation à est-ce qu'il y a une infrastructure de transport collectif et tout ça. Donc, on n'a pas ce cadre-là. On n'est vraiment pas très avancé au Québec en termes d'aménagement du territoire très sérieux. Puis, bon, je parlais des véhicules. La mobilité durable, là, il y a un chantier qui est seulement amorcé au niveau du discours, à mon avis, au Québec. Il est amorcé dans les pratiques citoyennes. À Montréal, on a des nouvelles infrastructures, mais si on parle du cadre étatique, c'est pas vrai que le changement vers la mobilité durable est là, à mon avis. Donc ça, c'est des bases qu'il faut qu'ils soient là, au niveau, en tout cas, provincial, clairement, là. Ouais. Jane, de ton côté, je vois Pinet, on parle, puis tu nous parlais, un changement de système, des pratiques citoyennes. Quels sont ces changements-là qu'on doit opérer pour se rendre vers une ville durable en 2045? Oui. Pour moi, il y a 3 choses que je dirais sont des choses très structurantes et aussi, ils sont vraiment des assumptions qui sont traitées comme les lois naturelles presque, mais sont les constructions sociales et qui ont des implications pour les choses très pratiques sur le terrain. Et donc, ces 3 assumptions qu'il faut briser sont, premièrement, l'idée d'une dichotomie public-privé, et puis l'aspect de propriété privée. Presque
tout est propriété privée. Donc, il faut vraiment changer cette notion parce que le résultat, c'est des accumulations de richesses qui est extraordinaire, qui est complètement inégale. Et il faut aussi changer ça pour être plus responsable vers la terre, la nature, etc. Donc, ownership. Donc, deuxièmement, c'est une question de rôle de corporation, de compagnie privée. Donc, c'est souvent le cas qu'il y a des attentes, qu'il y a extraction. Excusez-moi pour tous ces anglicismes. J'espère que c'est clair ce que je dis. Mais troisièmement, qui est tellement important, est la question de souveraineté. Et puis, pour l'instant, juste un exemple, récemment pour les gens qui habitent à Montréal, on se souvient la décision il y a quelques ans pour l'investissement sur l'autoroute Turco ou l'échangeur Turco. Et on peut se souvenir aussi que c'était une décision du Québec, de la province du Québec. Et puis, imaginez si c'était la décision, pas seulement de la ville, mais peut-être d'une mairesse ou un maire de l'avenir. Donc, la décision serait très, très différente si on investisse comme ça. Et puis, si on pense encore une fois de cette génération en avenir. Donc, c'est juste un exemple, mais la question de souveraineté, c'est très pertinent pour construire une ville autrement pour l'avenir. Dans ce qu'on comprend, dans ce que tu me dis, Jane, aussi, c'est que les critères ou la lunette avec laquelle on va regarder finalement le succès de nos choix de société doivent être changés. Parce que si prenons l'exemple de l'échangeur Turco, je pense qu'il est fort éloquent. On a une lunette qui était quand même à moyen terme, à court terme, pardon, dans l'histoire d'une ville, en termes d'infrastructure. Et si on changeait finalement certains critères, on ferait pas ces choix-là. Puis on pourrait appliquer encore aujourd'hui à plusieurs projets ou à des idées, par exemple, de budget carbone ou autre. Ça nous amène d'autres critères. Le cadre dont tu parles, Sophie, de localisation, par exemple, on change les lunettes. Si on avait, exemple, en 2045, à dire, bien, comment on mesure le succès des villes? Ça serait quoi ces indicateurs-là ou ces éléments de changement, finalement, qui disaient, si on a tenu compte de ça ou si on a réussi à atteindre tel élément, on serait peut-être dans une ville vers du succès. Si on avait cette discussion-là dans 25 ans, à quoi on mesurait ce succès de la ville? Peut-être je vous lance Owen? Un facteur de succès d'une ville, c'est le milieu de création. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ateliers d'artistes? Est-ce qu'il y a beaucoup de pièces de théâtre? Est-ce qu'il y a beaucoup de danse? Est-ce qu'il y a beaucoup d'événements culturels de toutes les formes qui montrent que la ville est vivante? Et ça sous-entend que s'il y a beaucoup d'artistes, et on sait que les artistes souvent gagnent moins bien, mais ça veut dire qu'ils sont capables de quand même bien vivre. Ça veut dire que le loyer ou l'accès à la propriété est acceptable et que leur façon de vivre et leur création est supportée. Alors, juste de voir par cette baromètre-là, est-ce que la ville est vivante? C'est un bon exemple. Après ça, est-ce que les familles veulent vivre dans la ville? Ou est-ce que le rêve de la famille moyenne est de quitter la ville? Et si les familles disent non, on veut vivre ici parce qu'on a tous les avantages de tous les services à proximité et que les enfants ont toutes sortes de choix et toutes sortes de diversités dans leur expérience et que c'est plaisable et que c'est vert et que c'est tranquille, c'est une clé de succès de la ville. Aussi, en termes d'économie locale, est-ce qu'on est capable de se supporter? Et c'est intéressant de voir, on parle de l'économie, on parle de qu'est-ce qui se passe sur le plan international, mais aussi la question de où est-ce qu'on dépense notre temps et notre argent. Et si l'on dépense notre argent sur les services humains, et ça pourrait être les massages, le billet de théâtre, ça pourrait être un resto qui sert des produits locaux, mais c'est l'argent qui reste dans l'économie locale. Alors, c'est ce genre de mentalité-là qui va être des clés de succès pour la ville et comment la ville survit. Et en même temps, je reviens à l'idée des groupes communautaires, des sociétés civiles. Cette santé-là, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils ont leur place? Est-ce qu'ils sont écoutés? Est-ce qu'ils sont partie prenante dans les décisions? Alors, on parle de démocratie participative dans ces cas-là aussi.
Donc, on a des indicateurs de créativité, si on pourrait dire, de nombre de familles ou d'enfants dans la ville, de circulation, finalement locale, des retombées de nos investissements. Sophie, quels seraient des indicateurs ou les éléments de succès auxquels on jugerait le succès de la ville en 2045? Je pense qu'il y a j'espère en fait puis peut-être qu'on le mesure déjà un peu aujourd'hui comme ça, mais peut-être pas assez, qu'une mesure de succès, c'est la valorisation de l'attachement qu'on a au lieu puis au territoire. Donc ça veut dire que puis on a chacun notre façon de valoriser et de s'attacher à notre territoire et notre milieu de vie. Puis pour moi, ça, c'est fondamental. Puis c'est aussi quelque chose qu'on devrait cultiver autant en ville, dans la vision qu'on a actuellement de la ville, mais que dans les milieux suburbains, par exemple, aussi, que de comment aller chercher dans ces milieux-là, voir c'est quoi l'attrait puis l'attachement au territoire, puis en même temps, devenir des milieux où, oui, on peut avoir des pratiques décarbonées, résilientes. Et donc, cette relation-là au territoire, d'attachement des milieux de vie, je pense qu'il faut que ça soit un critère de succès puis un guide. Puis un guide, parce que c'est à la fois d'attachement, de bien-être, de démocratie, c'est un ancrage dans le monde, et pour moi, c'est vraiment fondamental. Donc, ça, c'est peut-être le plus important. Et ce que ça l'implique aussi, je pense, ça l'implique de se poser des questions sur les processus coloniaux, sur comment on peut avoir une approche décoloniale à la ville, reconnaître l'historique des territoires non cédés, comment on fait pour avoir une présence autochtone en ville. Quand on parle de territoire, il faut parler de ces choses-là. Ça veut dire aussi une ville pour tous et toutes, donc que tout le monde puisse habiter dans les milieux de vie qu'ils chérissent et qu'ils n'en soient pas chassés. Et donc, tout ça, pour moi, j'espère que ça va être des critères de succès de la ville de 2045. Ouais. Jane, toi, tu les mesures ou quel indicateur proposerais-tu pour le succès de la ville de 2045? Et il faut dire premièrement que j'adore ces réponses de Owen et de Sophie, et je suis totalement d'accord, et peut-être je vais bâtir un peu sur ça. Donc, les notions de décolonialité, je suis totalement d'accord, et il y a un principe qui est tellement fort dans les cultures autochtones, qui est la notion de réciprocité. Et puis, je crois que si on a vraiment cette approche envers l'un et l'autre, mais aussi avec tous les êtres vivants, la terre, etc., donc ça change tellement comment on agit. Donc, c'est une chose. J'ajouterais aussi la question de comptabilité qu'il faut avoir même au niveau des villes, vers les personnes surtout sur la planète, et aux terres, à la terre soi-même. Et puis, mais c'est pas facile de mesurer ça, mais c'est absolument incontournable, parce que pour l'instant, c'est vraiment pas dans nos contextes d'avoir une comptabilité vers les autres humains, vers tous les êtres vivants. Et si on manque ça, ça ne serait pas possible vraiment de changer collectivement dans la façon qu'il faut pour arrêter de détruire la nature comme on le fait actuellement. Et on peut aller vers ça si on développe les mesures et aussi les actions pour assemblées civiques pour l'avenir, par exemple. Peut-être vous connaissez déjà qu'il y a des exemples au Japon où il y a des assemblées civiques, des villes où à moitié des personnes représentent les gens de l'avenir. Et donc, leurs décisions, leurs recommandations sont très différentes que les gens d'aujourd'hui. Et donc, si on prend cette position, ça va être très différent. Donc, ça, c'est une mesure aussi.
Oui, c'est intéressant de dire, aujourd'hui, prenons des décisions comme si on était finalement dans une génération ou 2 générations, mettons-nous du point de vue. C'est sûr que certains pourraient dire, ben c'est un peu une boule de cristal, on ne sait pas trop où on sera dans X décennies, mais en même temps, il y a des enjeux sur lesquels on peut quand même facilement témoigner. Hein. Si on pense aux conséquences des changements climatiques, on est témoin de ça, puis il y a une solide base scientifique qui nous dit, malheureusement, un peu le chemin vers lequel on se dirige si on ne fait pas un changement de cap à travers tout ça. Vous avez parlé d'indicateurs, par exemple, qui vont relever du sentiment, par exemple, d'attachement au territoire, de la vision des générations futures, de la créativité. On parle, par exemple, au niveau de l'économie, les entreprises qui vont de plus en plus avoir des normes, par exemple, de responsabilité sociale, responsabilité environnementale. Est-ce que, par exemple, dans le domaine économique ou dans le domaine des acteurs privés, vous voyez peut-être des éléments de tendance ou d'indicateurs qui, là aussi, pourraient venir peut-être influencer la ville ou les solliciter, finalement, dans ce chantier-là? Jane, je te vois opiner. J'imagine que tu as ta liste d'indicateurs aussi pour nous aider à mesurer le changement qu'il faut faire. Oui, absolument. Donc, sur un niveau très pratique, il faut vraiment penser de nos quartiers comme les économies circulaires. Et donc, c'est possible dans un sens des ressources, mais aussi des relations sociales. Donc, si on pense à ça, c'est un peu comme donut economics ou économie de beignes, je ne suis pas sûre. Donut Economics de Kate Raworth, c'est vraiment cette idée au niveau du quartier et comment on pourrait appliquer ça. Donc, ça c'est une façon, mais il y a aussi plein d'autres façons à voir des mesures de valeur différentes au niveau du quartier. Il y a des currency alternatives. Oui, des monnaies locales, par exemple. Ouais. Oui, ça c'est un exemple, mais aussi, il y a aussi comme Community Land Trust avec abordabilité perpétuelle. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qu'il faut vraiment appliquer au niveau local et plein des outils finances communautaires qu'il faut vraiment impliquer beaucoup plus qu'on fait actuellement. Donc, d'intégrer l'idée d'Owen de la créativité, mais appliquer finalement à nos leviers financiers ou à nos leviers économiques pour aussi insuffler ce changement. Ça m'amène, c'est des initiatives très concrètes dont tu nous parles. Sophie et Owen, avez-vous en tête, par exemple, des exemples internationaux ou même peut-être aussi très locaux qui sont inspirants, qui peuvent un peu dire, ben ça peut marquer le chemin vers un changement, vers la ville de 2045. Et peut-être aussi, d'autre part, des projets qui n'existent pas, mais que vous aimeriez voir exister, que vous pensez que ces changements-là sont importants à faire. Sophie, en termes de projets inspirants, puis ça peut être politique, loi, des fois on parle au projet, mais on a parlé beaucoup d'un changement de système et souvent dans une bonne politique publique, c'est une source d'innovation sociale très forte aussi. Donc, j'aimerais peut-être t'entendre sur des exemples concrets qui peuvent nous inspirer. Je trouve ça toujours difficile, la question des bonnes pratiques et des exemples, les meilleurs exemples. Je ne vais pas parler plus des politiques publiques, j'en ai parlé un petit peu, là. Je pense que, je pourrais en parler longtemps, mais moi, je reviens sur l'idée des projets de démocratie directe, des communs. Donc là, il y a plusieurs initiatives. Il y a des initiatives de fiducie, donc là, je ne vais pas en choisir un en particulier, mais donc, je pourrais là, en parler, par exemple, des town meetings au Massachusetts que j'ai connus parce que j'ai fait des recherches là-bas, mais c'est jamais des formules qui sont parfaites. Donc, mais c'est des formules peut-être qui nous permettent de réimaginer notre relation justement à comment on prend des décisions ensemble. Quand est-ce qu'on fait ça? Les formes de démocratie directe qui nous permettent de dire oui, ce territoire-là, on le protège, il y a telle fonction, on le finance comme ça, on le produit ensemble, on fait les règles ensemble, puis voici, pour tant d'années, il y a telle fonction. En fait, ça existe dans nos communautés, mais il n'y a pas assez de visibilité à ces expériences-là. Mais je pense que
Donc j'ai pas une réponse précise, mais ces initiatives-là, je pense, de démocratie directe, de commun, puis un peu d'expérimentation, de comment on fait ensemble pour prendre en charge, puis de créer justement une économie circulaire communautaire, là. Je pense qu'il faut les regarder, puis s'en inspirer, puis surtout s'y approprier, parce que justement, un cas d'ailleurs est jamais si facilement transposable, oui. je dirais. Ouais. Owen, de ton côté? J'ai pas besoin de regarder trop loin à l'international. Quand je regarde l'économie sociale bien développée au Québec, le mouvement des coopératives au Québec, c'est assez fort. On voit même Desjardins, qui est le plus gros coopératif de toutes, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, il y a ce mouvement-là économique, qui est une économie un peu plus alternative, mais qui participe pleinement dans l'économie locale. Et aussi, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises au Québec. Il y a même plus per capita de petites et moyennes entreprises avec leur siège social au Québec qu'ailleurs au Canada. Et ça aussi, c'est une force, parce que quand on parle de l'économie locale, quand on parle de prise de décision locale, c'est une façon de participer. Et je pense qu'en sortant de cette pandémie, l'idée de la bienveillance et comment est-ce qu'on se comporte vers les uns et les autres, mais je vois qu'aussi, il y a beaucoup d'entreprises. Moi, j'ai une entreprise, c'est une entreprise privée, mais cette entreprise privée met de l'avant la bienveillance. Alors, c'est possible pour les entreprises d'être les bons citoyens dans leur communauté, d'avoir cette bienveillance et de participer à la vie communautaire. Et il y a toute la place aux coops. Et il y en a de plus en plus de coops qui s'installent. Et que ça aussi, c'est une façon de faire participer plus de monde et de faire que l'économie et l'équité sociale soient discutées et mises en avant. Bien, on est justement dans le mois de l'économie sociale, donc on est en plein dans la mise en valeur des entreprises d'économie sociale au mois de novembre. Jane, as-tu des projets ou des initiatives concrètes qui peuvent nous inspirer pour le chemin à suivre pour 2045? Oui. J'ai quelques idées, surtout quand je pense logement comme infrastructure pour toutes et tous, et aussi infrastructure de soins. Et puis des exemples qui m'inspirent beaucoup sont à Berlin, par exemple, pour le logement, à Vienne. C'est une autre ville, même à Helsinki pour les personnes qui vivent les expériences sans maison, sans abri. Ils sont en train de créer des projets où les gens qui habitent le logement social pour les personnes qui étaient sans abri créer des bâtiments de biophilia, les murs végétales, etc., et qui sont aussi responsables pour leur soutien et pour leur entretien. Mais aussi à Bogota, c'est un très bon exemple. Ils sont en train de créer une infrastructure de soins au niveau du quartier qui s'appelle Care Blocks, je crois, mais en espagnol, je ne suis pas sûre. Mais il y a plein d'exemples aussi au sud global, où il faut vraiment valoriser beaucoup plus et aussi soutenir. Mais Bogota, c'est vraiment un bon exemple. C'est intéressant ce que tu me dis finalement. Ce que vous me dites, c'est d'intégrer aussi la dimension sociale, on va dire, dans la construction même de la ville. Hein. On parlait tantôt de la dichotomie environnement-ville, un peu la dichotomie finalement sociale-ville. Donc, il y a ce lien-là à faire de la pensée, si on peut dire, intégrée quand on la bâtit. On arrive à la fin de notre conversation. Vous avez parlé à plusieurs reprises de l'importance du citoyen dans la ville, de la société civile. Est-ce qu'il y avait des éléments à ajouter sur justement la place du citoyen dans ces solutions-là? Quelles seraient-elles? Est-ce que vous voyez peut-être, parce qu'on a parlé beaucoup de leur place, mais est-ce qu'il y a des défis ou des freins peut-être à la question citoyenne dans la ville de 2045? Peut-être Jane? Oui, en fait, une chose qui me frappe beaucoup, c'est le fait que dans les villes d'aujourd'hui, on est vu comme les êtres humains un peu comme des machines.
Et puis, il n'y a pas vraiment un côté de spiritualité. Et je crois vraiment, en fait, j'apprends beaucoup des gens des cultures autochtones et je comprends vraiment les personnes, l'aspect aussi d'esprit et de spiritualité qui est à l'intérieur de nous, mais aussi les êtres vivants, la terre, etc. Et si on voit, si on imagine tout avec un esprit, donc il faut le respecter, il faut le traiter autrement. Et ça donne vraiment un autre filtre de comment on voit l'un et l'autre et aussi les choses. Et ça donne un autre aspect de agency ou autonomie des gens et comment on est capable d'être interdépendants, mais aussi avoir les relations différentes avec la place, comme Sophie a décrit, mais aussi avec tous les autres humains. Owen, de ton côté? Mais j'aimerais ça rebondir sur l'idée d'appartenance et qu'au lieu de... J'abonde dans le sens de spiritualité, mais je dis aussi ne pas nous se voir comme des consommateurs, mais de se voir comme des citoyens qui ont des besoins sociaux, qui ont des besoins d'interaction, qui ont des besoins d'être et juste être et de ne pas toujours avoir, mais d'être et de cultiver cette vie-là. Et je rebondis sur Sophie dans le sens de l'appartenance, mais l'appartenance, il y a aussi le plaisir de vivre la ville et que les plaisirs de manger de quoi qui viennent d'une ferme locale, le plaisir de voir une pièce de création, le plaisir d'être en ville où l'on peut se promener en toute sécurité et tranquillité. Alors ces éléments-là, et même David Suzuki l'avait souligné parce qu'il a commencé à perdre des amis à la suicide parce qu'ils étaient déprimés par l'état du monde et il a sorti un livre il y a une dizaine d'années qui disait, écoutez, focuser sur les bonnes choses dans la vie, le plaisir dans la vie, pourquoi on veut bien vivre, pourquoi on veut être en santé et qu'est-ce que la nature nous donne. Et alors cet élément-là est fondamental parce que ça cherche cette spirit, ce sentiment interne de pourquoi je vis, pourquoi je contribue. Sophie, de ton côté, puis par la suite, on a plusieurs questions aussi qui nous viennent des gens. Tu vois, on pourra élargir la conversation avec certaines questions aussi. Donc oui, tout à fait. Moi, je pense ce soutien social, on parle tantôt, l'exemple était super bon de Caring Blocks. Donc, je dirais 2 points. Donc, les citoyens comme agent de transformation, c'est-à-dire que pour moi, c'est fondamental. Donc, je disais de ne pas tout faire reposer sur les citoyens, mais des citoyens comme agents de transformation, puis de soutien. On voit dans les milieux de vie toutes sortes d'initiatives où c'est des citoyens et citoyennes qui mettent en place des structures collectives pour changer les pratiques. Les changements pratiques, c'est pas individuel, c'est des structures collectives de soutien social, puis on le fait ensemble. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Donc, de transformation des pratiques et de soutien social, de care, donc qui est un mot difficile à bien traduire. Alors, voilà, je vais laisser pour les questions, mais... Ouais. Merci, vous parlez de différentes dimensions du rôle des citoyens. J'invite les gens qui sont avec nous dans notre voyage au cœur de la ville de 2045. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels nos 3 invités ont réagi, qui vous suscitent des réflexions, qui vous amènent peut-être certains éléments que vous souhaiteriez entendre nos panélistes à peut-être préciser leur idée? Vous, est-ce que vous voyez des enjeux ou des chemins qu'on doit emprunter vers 2045 sur lesquels vous souhaitez entendre Sophie, Jane, Owen là, pour conclure notre conversation? On a déjà quelques questions en ligne et je pense que ça vaudrait la peine de l'aborder, une question d'Alain. On a parlé beaucoup de la ville là, au sens très urbanisé. Hein? Tu l'as nommé tout à l'heure, Sophie, aussi l'environnement suburbain, la banlieue, la relation avec le territoire aussi, terres agricoles, milieux forestiers et autres. Comment, dans cette vision là, de la ville 2045, c'est quoi le rôle des villes pour combattre l'étalement urbain? C'est quoi le rôle des villes pour protéger notre territoire agricole, nos milieux boisés, humides? Qu'est-ce qu'on doit opérer comme changement en 2045 pour finalement arrêter un peu le gaspillage de notre territoire? Sophie?
Ça, c'est clairement un enjeu super important là, dans les transitions qu'on a devant nous. Puis il y a des pierres qui sont mises, mais je dirais que là-dedans, on a souvent une vision quand même assez dichotomique du centre versus les banlieues qu'il faut encore dépasser. C'est pour ça que je parlais aussi de l'attachement, comprendre c'est quoi les forces puis l'attachement au milieu de vie suburbain. Puis dans les cadres de planification qu'il faut avoir beaucoup plus fort, en partant de ce qu'on nomme en allant de beaucoup plus loin, je pense, en termes de densification, il faut garder en tête d'avoir des milieux de vie qualité, on le dit toujours, mais aussi de préserver ce qui est cher, donc de préserver les paysages, donc pour moi, de préserver les terres agricoles, de préserver nos infrastructures naturelles, mais c'est notre relation au monde et au vivant, et donc on peut pas juste densifier n'importe comment puis mettre des normes qui font fi de qu'est-ce qui nous relie au territoire. Donc pour moi, ça c'est fondamental. Ouais. Owen, de ton côté, le rôle des villes? Mais encore, je reviens au thème de verdissement. Et que dans le respect du verdissement des banlieues, des zones agricoles, c'est la question, et que le mot densité est soulevé, mais la densité doit être bien définie et nuancée. Et pour la densité, ça veut dire qu'on vit à proximité, mais pour vivre à proximité, il faut qu'on soit récompensé pour cette vivre ensemble. Et les récompenses sont le verdissement autour de chez nous, accès au parc, les transports qui sont efficaces et durables autour de nous, les services de proximité, les services publics de qualité, pour que le monde dise vivre, par exemple, dans un quartier central avec énormément d'arbres, accès au parc, aux services, c'est aussi plaisant que ce genre de rêve de vivre dans la banlieue isolée, et que de faire ce changement de paradigme. Mais il faut que la densité à une échelle humaine, et je veux dire, échelle humaine veut dire que un bon test, est-ce qu'une famille a envie de vivre à cette échelle-là? Si la famille dit oui, c'est un bon exemple. Si la famille dit je vois pas mes enfants là, c'est un bon exemple que c'est peut-être pas à l'échelle humaine, et que dans ce contexte-là, il faut récompenser cette densité-là par la qualité des infrastructures publiques, sociales, etc., tout autour de nous. Et que ça, c'est clé. Et que si cette qualité est là, le désir de quitter la ville, d'abandonner la ville va diminuer énormément. Et même le rêve de vivre cette idée urbaine de diversité et de qualité de vie prend toute sa place. Puis, oui, Jane? Oui, j'ajoute juste une chose. Oui, je suis d'accord vraiment avec ces réponses, mais j'ajoute que densité, oui, ainsi que dans les espaces à l'extérieur de la ville, mais aussi il faut penser autrement l'espace, le gazon, par exemple, à l'intérieur, mais aussi surtout à l'extérieur de la ville. Donc, il y a par exemple une initiative, et c'est même, j'espère, un mouvement qui commence, qui s'appelle Nouveaux voisins. Et avec ça, l'idée est de vraiment augmenter la biodiversité, avoir ça au lieu de gazon pour les maisons, pour les territoires à l'extérieur de la ville. Donc ça, c'est une chose, mais il y a plein d'autres exemples, mais ça, c'est vraiment une bonne. Puis, plusieurs questions aussi qui nous viennent des gens qui sont avec nous ce soir. Puis, je terminerai sur la question qui nous est partagée par une des auditrices. On a parlé beaucoup, Owen, tu nous dis le plaisir, trouver finalement l'aspect positif ou qui nous amène à avoir espoir. Finalement, dans la ville, on parle beaucoup de ce changement de paradigme, d'idées. On parle en quelque part d'une conscience écologique, là, de mobilisation, Mais comment on fait pour développer cette conscience écologique-là et faire en sorte que les idées dont on parle, le changement qui est proposé, il suscite de l'adhésion ou qu'il suscite un peu l'étincelle de dire, on a aussi une conscience écologique parce qu'on fait partie du changement. Peut-être un dernier tour de table sur comment développer la conscience écologique, puis je terminerai à vous lançant la question. Avez-vous espoir qu'on va y arriver à la ville de 2045 telle qu'on la dessine aujourd'hui?
Peut-être Owen sur la conscience écologique? D'abord, prendre une marche et faire des randonnées à vélo en ville et commencer timidement avec les pistes cyclables très sécuritaires et au fur et à mesure s'aventurer un peu plus loin. Et que cette idée-là, d'abord, c'est une liberté tout d'un coup de voir que l'on peut traverser la ville à vélo dans une trentaine de minutes, probablement plus vite qu'en voiture et que c'est même une source d'exercice. Alors, leur corps parle, on est dans un environnement et dans cet environnement-là, on dit, mais on aimerait que ça soit moins pollué parce que ça va faire du mieux le vélo, que ça soit plus vert et en même temps que ça soit sécuritaire. Alors, il y a ces démarches-là de base et après ça, en termes d'espoir, ça fait 25 ans que je suis à Montréal et que je vois déjà l'évolution incroyable depuis les années 90 où il fallait que je convainque mes profs à l'école d'architecture qu'une toiture végétale était viable et aujourd'hui on comprend que c'est viable. On est au-delà de ces idées-là, mais aussi le rôle de la société civile, le rôle du Centre d'écologie urbaine, même les administrations municipales qui sont récemment mises en place à travers le Québec, on voit qu'il y a de l'espoir pour que les choses se passent et continuent de se passer. Comment on la développe, cette conscience écologique-là? Owen nous dit, dans le fond, c'est la vivre, hein? C'est vivre l'environnement en ville pour connecter. Jane, comment tu allumes l'étincelle de la conscience écologique? Oui, j'adore cette question parce que c'est vraiment incontournable d'élever notre conscience aussi collective, individu ainsi que collective. C'est absolument incontournable. Donc, il y a des façons différentes, mais juste pour être ambitieuse dans une proposition, je proposerais que ça devrait devenir normal de prendre une année après école secondaire, même avant l'autre travail ou l'université ou cégep, de prendre une année pour bâtir la ville autrement, avec les gens, avec les autres, mais aussi de prendre conscience, d'apprendre l'un et l'autre, d'apprendre des personnes autochtones, idéalement à l'extérieur de la ville, mais à l'intérieur de la ville aussi. Mais j'imagine une année comme ça, peut-être c'est une troisième année de cégep ici au Québec, une première année, mais vraiment d'élever la collectivité, la conscience collective de la société. Donc ça, c'est une idée. Il y a plein d'autres. Une forme un peu de service civique écologique, si on peut dire, ou dans les communautés qu'on pourrait voir déployer. Donc, encore là, l'expérimentation concrète, finalement, de notre capacité de changement. Sophie, comment on la développe pour qu'on l'allume, cette conscience, ou qu'on la rallume, peut-être, dans certains cas aussi? Moi, je dirais d'ailleurs une conscience socio-écologique, parce qu'on ne peut pas parler seulement de conscience écologique comme je pense que c'est important. Mais je pense que je crois beaucoup à développer, à repenser autrement notre citoyenneté, à la politisation, parce que la conscience écologique, en fait, on peut avoir une conscience écologique, mais que ça soit trop dur à vivre si on n'est pas engagé. Hein, on sait qu'il y a des enjeux d'anxiété, de déni collectif, parce qu'à un certain moment, ça devient difficile, mais je crois beaucoup, on l'entend beaucoup, mais à l'engagement, puis à créer des situations où on peut se politiser, puis agir sur nos communautés à plein de niveaux différents. Et c'est dans des situations où on peut s'engager, où on peut participer réellement aux décisions, que là, on développe non seulement une conscience, mais une volonté, puis une espèce un canal d'action. Puis ça, je pense que c'est super important. Donc, non seulement la conscientisation, mais d'essayer d'avoir de plus en plus d'opportunités pour agir. Donc, en quelque sorte, ça fait écho à ce que Jen un peu mentionne dans l'idée de créer des conditions, parce que oui, il y a une démarche individuelle, mais ça s'inscrit dans un processus collectif, Owen. Mais le bénévolat, trouver les façons d'être bénévole, et étant bénévole, ça nous amène, moi j'ai commencé comme bénévole au Centre d'écologie urbaine, alors le bénévolat qui est une implication sociale et ça peut amener à toutes sortes de choses aussi, à cette conscientisation.
Puis je vous invite, Owen, tu nous as parlé que tu avais l'espoir parce qu'on peut témoigner de certains changements si on regarde 25 ans à l'arrière, peut-être pas toujours aussi vite qu'on souhaiterait ou peut-être avec toute l'ambition qu'on souhaiterait, mais Jane, tu as espoir qu'on arrive à la ville de 2045 ou sur le chemin qu'on doit emprunter? Absolument. il faut absolument. Donc, le pessimisme, c'est pas un luxe qu'on a. Absolument, espoir. Sophie, un espoir coloré de différentes nuances? Oui, moi, je pense que c'est pas un chemin facile devant nous, mais c'est un chemin qu'il faut prendre. Il faut aller d'avant. Donc, justement, je suis d'accord. On n'a pas un luxe. Il n'y a pas de luxe de... Donc, oui, ben, j'ai espoir que beaucoup des choses dont on a parlé se réalisent. Oui, tout à fait. Oui. Ben, je pense que c'est un bon mot de la fin. Trois invités contagieux, je pense, de bonnes idées, d'ambition, d'espoir, parce que je pense que tu le nommes bien, Sophie, je me permets de reprendre tes propos. On a un défi immense devant nous, que ce soit de penser la ville de 2045, mais nos milieux de vie. Donc, c'est intéressant de vous entendre et de dire, ben on doit se relever les manches, puis on est capable de le faire. Puis vraiment, je vous remercie énormément tous les trois d'avoir pris part à notre talk show voyage au cœur de la ville de 2045. Et je souhaite vraiment là qu'au cœur à travers cette conférence-là, que les participants, les gens qui ont assisté à notre discussion, ben, referment leur ordinateur avec l'impression que la société est capable, ne serait-ce que par justement cette capacité d'imagination auquel tu faisais référence, mais de formuler des idéaux, des changements, de prévoir des villes durables, éventuellement que ce ne soit pas que derrière un écran d'ordinateur, on reviendra des espaces collectifs sur lesquels agir. Et ben, notre conférence, finalement, qui clôt un peu notre 25e, ben, souhaite rendre justement hommage aux élus, aux citoyens, aux professionnels, aux scientifiques, aux visionnaires qui vont nous rendre, ben, qui vont nous aider à bâtir l'avenir, puis à inspirer finalement la construction de villes durables. Alors, je remercie encore les gens qui nous ont suivis en cette fin d'après-midi, nos trois invités. Je vous invite à visiter sur le site web 25 ans, 25 projets, à vous abonner également à notre infolette, à rester au courant des activités du Centre d'écologie urbaine, à devenir membre, faire un don pour appuyer la mission là, qui est la nôtre depuis 25 ans, de créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Et revoyons-nous en 2045 dans une ville durable, sociale et créative. Moi, j'aime bien. Merci beaucoup à tout le monde.